Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, Babal. Dis-moi. Écoute, Abou Siwak, ouais, si tu veux, on va partir sur un petit témoignage. Allez, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça. Écoute, bon, plusieurs choses. Alors, pourquoi j'ai quitté la religion, ou si tu veux, je peux parler aussi de la décennie noire, parce que j'ai vécu les deux. Vas-y, commence par ton enfance déjà. Alors bon, là, donc l'enfance, elle a été, donc du coup, elle a été en Algérie. Voilà, donc j'ai vécu là-bas étant gosse. Je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas, et puis très vite sont arrivés les années 90, donc avec un basculement, avec des femmes qui commencent à se voiler de plus en plus, chose qui existait dans les années 80, mais qui est devenue de plus en plus présent. Des injonctions qui commençaient à devenir de plus en plus aussi pressantes, des prières de rue qui n'existaient pas avant. T'avais Et quel âge à cette époque? une dizaine d'années. Donc 10 ans, tu commences à avoir une pression sociale pour pratiquer l'islam et des prières de rue qui commencent à te casser les couilles dans la rue. La pression sociale, c'est par rapport au voile des femmes. Ouais. Et les prières de rue, oui. C'est-à-dire au voile des femmes, c'est-à-dire que les femmes aient le droit de se voiler? C'est-à-dire que les femmes commençaient à avoir des injonctions de plus en plus pour qu'elles se voilent. Mais ça Les... ressemblait à quoi ces injonctions? C'était genre à la télé, c'était dans la Voilà, rue, c'était... c'était déjà dans les prêches qui quittaient les mosquées. Il y avait du coup des haut-parleurs qui étaient dans les rues. Donc, comme je t'ai dit, il y avait vraiment des prières de rue. Et en fait, si tu veux, à chaque catastrophe, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, le tremblement de terre, ou qu'il y avait des inondations, ou quoi que ce soit, c'était la faute des femmes. Parce qu'elles mettaient pas le voile, tu vois. Donc, on commençait à les surveiller, à les traquer, à leur imposer, à leur suggérer dans un premier temps. Et puis, après, très vite, ça a été des menaces beaucoup plus caractérisées. Et du coup, les femmes se voilaient, et puis il y en avait qui se voilaient pas, et donc malheureusement, quelques-unes ont servi d'exemple, et elles ont été quick, si tu veux. Comment ça? Je comprends pas. Les femmes qui se voilaient pas ont été abattues dans la rue? En Oui. Algérie? En Algérie, bien sûr. Il y a des exemples qui sont très connus, Mais notamment qui, une qui, jeune... qui, qui les butait? C'est l'État? C'est la police? Non, 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 c'était les terreaux. C'était les Mais terreaux. c'était les taureaux qui avaient les haut-parleurs et qui faisaient les prières de rue? Non. Alors, ceux qui faisaient les prières de rue, ce sont les gens. On est bien d'accord. Et du coup, les imams, eux, étaient très virulents. Donc ils donnaient des injonctions, mais sinon les terreaux eux-mêmes, eux, voilà, ils disaient clairement que les femmes devaient se voiler, quoi. Et puis il y en avait quelques-uns qui ont servi d'exemple. Il y a des témoignages. Mais après, genre les imams, ils disaient les femmes doivent se voiler, mais c'est pas pour ça qu'il faut les buter, ou ils disaient rien? Alors je peux pas te dire vraiment ce qui s'est passé dans chaque prêche, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que les imams devenaient de plus en plus virulents, de plus en plus conservateurs. Ça, c'est sûr, dans les prêches. Après, moi, tu me dis ça, moi, j'avais 10 ans, donc moi, je traînais pas trop dans les mosquées. D'ailleurs, Ouais, je j'ai vois. j'ai jamais foutu vraiment un pied là-dedans, quoi, parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une famille qui n'était Et pas ta vraiment famille était musulmane ou s'est musulmanisée dans cette période? Ah non, ma famille était musulmane, en fait, si tu veux, musulmane couscous, comme tout le monde, tu vois. On fait le ramadan, pour certains font la prière, d'autres pas. Mais on se disait pas non-croyant, mais on avait voilà cette croyance, cette idolâtrie en disant que voilà le prophète c'était le meilleur exemple et que l'islam, grosso modo, c'est faire du bien, ne pas faire du mal. Ça s'arrêtait là, tu vois. Donc tout ce qui est hadith, moi les hadiths et compagnie, moi je connaissais pas, tu vois. D'ailleurs mon apostasie n'a pas été le fruit d'un processus qui a été lié au texte. C'est bien après que j'ai quitté la religion, quand j'ai découvert vos lives, que j'ai vu que en plus de ma réflexion par rapport à ça, je voyais que les textes étaient totalement incohérents. Donc, pour te finir très vite, donc l'Algérie, j'ai une tante qui était professeure de français, et dans les années 93-94 en fait, elle a été menacée, et je me souviens tous les matins en fait, je sortais parce qu'on habitait dans une grande maison familiale, je descendais, je faisais genre 200 mètres dans les petites ruelles,
pour voir s'il y avait personne qui l'attendait ou quelqu'un qui était chelou, qui rôdait. Parce que Donc, il y avait donc, quelques professeurs qui étaient quick aussi, tu vois. donc tout le monde était parano des terreaux musulmans. Oui, Donc oui, oui, même les oui. musulmans étaient parano. Ah bah oui, 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 bien sûr. Parce que pour nous, en fait, si tu veux, à l'époque, pour nous, c'était pas des musulmans. Tu vois, c'était des extrémistes, c'était des terreaux. C'était pas des musulmans, tu vois. C'est bien après que moi j'ai fait ce rapport. Jusqu'à présent, hein, les gens ne font toujours pas le rapport. Hein. Ce sont juste des gens qui sont, pour eux, extrémistes et qui n'ont pas compris ce que c'est que véritablement l'islam. Donc c'est ça pour eux. Donc ça m'a marqué parce que du coup j'étais jeune adolescent et je descendais moi-même pour voir s'il n'y avait pas un rôdeur ou quelqu'un de chelou qui était en bas, jusqu'au grand boulevard. Et du coup, voilà, je l'escortais, je lui dis c'est bon, tu peux y aller. Donc ça m'est déjà arrivé et son nom a été aussi cité dans le lycée dans lequel elle travaillait, comme quoi un jour des gens la cherchaient. Donc elle a pris peur. Bon après, voilà, heureusement pour elle, elle n'est pas passée. Voilà, elle y a échappé, mais voilà, les professeurs de langue surtout, parce qu'elle était professeure de français, hein, je précise. Donc les professeurs de langue, de français, d'anglais, tout ça, voilà, étaient la cible. Après, il y a eu les journalistes, après, il y a eu les policiers, et puis après, c'est devenu, en fait, comment on disait, les gens du peuple, quoi. Tout simplement, voilà, dès qu'on quittait une wilaya pour aller dans une autre, moi je me souviens, j'avais de la famille à Oran, et, et du coup, on a vraiment peur des faux barrages, hein, que quand on nous a arrêtés, on savait pas trop si c'était des flics ou Mais ça si c'était... ressemblait à quoi le barrage? On pouvait pas. Les gens, à force de se faire buter, ils commençaient pas à rouler dans les barrages? Bah, le problème, c'est qu'il y en a qui forçaient les barrages. Et sauf quand tu forces le barrage, au fait, voilà, si t'as pas un véhicule blindé, bah, c'est une chance sur deux que tu te reçoives un coup de calibre dans le dos ou ailleurs. Donc Ouais. quand tu les voyais au loin, tu faisais ta prière, ce qui est quand même ironique face à des gens qui te disent de la faire. Et tu faisais ta prière et tu te disais, bon, bah, j'espère que ce sont des véritables militaires et que ce sont pas des terreaux habillés en militaire, parce que ce qu'ils faisaient les terreaux, c'est que ils s'habillaient en militaire et ils s'arrêtaient. Donc du coup, jusqu'à la dernière minute, quand ils te parlaient, tu savais pas trop si c'était vraiment des militaires ou si c'était des terreaux, tu vois. Et ils faisaient Euh, quoi? Ils te butaient, ils enlevaient ta femme et tes filles, c'est ça? ah ouais, alors ça dépend, franchement, ça dépendait. Moi, je sais que je l'ai fait 2 fois le barrage. 2 fois, je suis tombé sur des flics. Je pense que la deuxième fois, en fait, on n'est pas trop sûr. On pense que ce sont des flics. Mais en fait, c'est au gré des personnes. Ils vont te regarder, ils vont prendre des cartes d'identité et puis ils te disent OK, passe. Mais je sais qu'il y a des personnes jusqu'à présent, quand il y a eu des barrages, ils savent pas trop si c'était vraiment des flics ou si c'était bah, d'autres personnes enfin des terreaux quoi, qui peut-être recherchaient des personnes ou qui ciblaient plus des personnes. Moi, je sais que moi j'ai habité à la banlieue, dans la banlieue algéroise et pas un jour, dans les années 90, on n'entendrait pas au loin une bombe éclater. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle des trucs, des faux, comment on appelle ça? Des voitures piégées. Voilà. Donc, pour la petite anecdote, j'avais un frère qui était à l'université et il devait prendre donc le bus de l'université et il avait un pote à lui qui l'a pressé. Il lui dit viens, 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 on va descendre. Et l'autre il lui dit non, je vais attendre le prochain bus et tout. Donc son pote il est parti et heureusement qu'il n'a pas pris ce bus-là parce que quand il est arrivé au niveau du centre-ville, je me souviens, c'était la police, l'hôtel de police du central. Et en fait, là-bas, en fait, il y avait très, très, très grosse explosion et le bus, malheureusement, est passé là-bas et son pote est décédé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de flics qui sont décédés et il aurait vraiment, vraiment pu y passer. Donc, ça a été le soir quand on se disait au revoir, en fait, si tu veux. Le matin quand on se disait au Non, on revoir, le savait soir, pas. ça On se savait passe. pas. Ouais. Ouais. On savait pas. Franchement, on savait pas qui allait venir ou pas. Je me souviens aussi une fois, quand j'étais gosse, on entendait des fois des tirs. Et une fois, les tirs étaient vachement proches. On a dû tous se mettre par terre, en fait, vraiment à plat ventre. C'était un été. Parce que voilà, les tirs se rapprochaient de plus en plus. On avait peur de choper une balle perdue. Je me souviens aussi de l'aéroport aussi d'Alger. J'avais, à côté d'Alger, tu as une ville qui s'appelle Dar el Beda, Casablanca. C'est là où il y a l'aéroport Ouari Boumediene. Et ce jour-là, on était chez de la famille là-bas et on a entendu un grand Ça boom. sonne un peu comme l'aéroport Ouadri Bouhoun. Wadribouhna. Oui, exactement. On a entendu un grand truc et je me souviens à la télévision algérienne c'est passé. C'était vachement rare hein, quand la télévision algérienne ne faisait pas trop la propagande. Mais là pour le coup je me souviens et tu voyais tout qui tombait et tu voyais il y avait des gens. Je me souviens toujours c'était un faux plafond qui était à moitié effondré
et t'avais un mec, en fait, avec une très très grande barre, en fait, qui essayait de chercher, en fait, tu voyais, il y avait un pied qui était coincé tout en haut, en fait, dans le faux plafond. Parce que les gens ont été déchiquetés, ils ont été éparpillés façon puzzle. Tu voyais des robes kabyles, je me souviens, une robe kabyle, du sang, enfin vraiment voilà, c'était super impressionnant. Mais malgré tout, et c'est là que tu vas trouver la chose un peu ironique, les gens, en fait, ils faisaient toujours la fête. Il y avait toujours les soirées, il y avait toujours les cabarets. Tu sais, à Alger, à Oran, on écoute du rail. Donc du coup, ça sortait dans les clubs et tout. Et comme il y avait le couvre-feu, les gens, ils rentraient à 22 heures dans le club et ils sortaient pas jusqu'au petit matin, à 6-7 heures. Et donc du coup, pendant que les balles tiraient, pendant que le gouvernement faisait la guerre au terreau, des gens passaient la nuit dans les bars et dans les restaurants, enfermés bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc ça, c'est une réalité que je n'ai pas vécu parce que moi j'étais jeune, mais que mes aînés ont vécu là-bas, quoi. Et le début, c'était ça, en fait. Le début, c'était les gens qui commençaient à se voiler de plus en plus. Tu sais, l'Algérie des années 80, les gens étaient assez ouverts, hein. On écoutait du rail, on écoutait du rap, on écoutait de la funk. C'était l'époque de la house. Donc, on était vachement très ouverts, tu vois. Et petit à petit, au fait, il y a eu un basculement entre les années 80 et les 90. Boum! Le basculement a été vraiment terrible. Et moi, je l'ai vu. Et puis finalement, voilà, après, j'ai quitté l'Algérie. Et je vais en finir là parce que du coup, c'était le service militaire. Et en fait, quand tu finissais tes études, le service militaire était obligatoire. J'avais un pote à moi qui habitait mon quartier, en fait, qui est parti dans le service militaire. Il n'est plus jamais revenu. Parce qu'il faut savoir que les jeunes appelés, ils partaient et en fait, quand ils sont emmenés dans le front, ils avaient en face d'eux des gens hyper armés qui s'entraînaient. C'était des djihadistes qui avaient qui faisaient les entraînements et tout, d'ailleurs les vidéos de propagande et tout. Et les pauvres, ils se faisaient zigouiller par centaines dans les camions, tu vois. Et c'est là justement qu'ils prenaient leurs habits. C'était à ce moment-là, à cette occasion-là, qu'ils prenaient les armes et les habits et tout. Donc c'est pour ça que je dis dans les faux barrages, tu sais pas trop qui est qui, tu vois. Et du coup, voilà, j'étais contraint de partir parce que je savais que si j'allais rester, j'allais pas survivre à mon service militaire. Ouais, t'as bien Donc, raison. Moi aussi, j'ai quitté la Syrie pour le service aussi. Genre, je suis plus jamais revenu depuis. Parce que t'arrives à l'aéroport, ils t'enlèvent, c'est fini. Tu reviens pas chez toi. ouais, il a fallu quelques années après, une fois qu'ils ont donné ce qu'on appelle les cartes militaires, pour que pour que je revienne. Après, si tu veux, je peux te parler de mon apostasie, mais si t'as des questions, je t'en prie. Non, à quel moment tu t'es rendu compte de la décennie noire? Genre, à quel moment tu l'as intériorisé, tu l'as réalisé, Parce que, tu sais, aujourd'hui encore, on est en 2026, il y a plein d'Algériens qui disent non, mais c'est un complot, c'est pas ça, c'est pas le vrai islam. 5 octobre 88, on est venu me chercher, venu me chercher à l'école maternelle. C'était le soulèvement. C'était une gronde. Les Algériens qui en avaient marre parce que vous savez l'inflation. En fait, on avait ce qu'on appelle la soupe populaire. En fait, on avait ce qu'on appelle souk al-fallah, tu vois. Et c'était là qu'on avait des denrées qui étaient sponsorisées ou subventionnées, je sais plus comment on dit. Et en fait, les gens commençaient à en avoir marre. On n'avait plus de café, plus d'huile, plus de sucre, plus de farine. Les trucs de première nécessité, on en manquait. Donc il y a eu un gros soulèvement qui s'est passé. Et là, j'ai vu des jeunes en train de prendre des caillasses et tout et les balancer contre les flics. J'ai vu l'armée venir. Il y a eu un état de siège. J'ai vu les chars venir dans mon quartier, dans des endroits stratégiques. Je me souviens à leur passage, en fait, il y avait carrément le goudron en fait qui s'est soulevé. Et c'est ça qui a été la bascule parce que l'hétéro, en fait, et le fils a profité de cette révolte-là qui a grondé pour justement dire que voilà, vous avez des dirigeants qui sont complètement peu scrupuleux, qui détournent l'argent et tout, et nous on va vous aider, on va vraiment vous aider à du coup à les renverser. Donc la seule façon de pouvoir les renverser, bien sûr, c'est l'islam. Et c'est là que j'ai vu moi-même le basculement et la société totalement basculée d'une société qui était croyante mais qui chacun était croyant chez soi mais qui vivait normalement, qui était tournée vers l'Europe, qui était tournée vers le Moyen-Orient, mais bref, à une société qui a été plus tournée vers l'Afghanistan
et je voyais les gens s'habiller un peu à la Taliban. J'ai vu les voiles intégrales venir, j'ai vu des jeunes filles se voiler de plus en plus précocement, et c'est là vraiment où j'ai vu la bascule de la société. J'étais jeune, hein, j'avais 8-10 ans, Est-ce mais que t'as jamais détesté le voile ou à cette époque-là, oui, je le détestais parce que dans ma famille, personne ne se voilait. Pour nous, les seuls voiles qu'on connaissait, c'était nos grands-mères, tu vois, qui mettaient le petit foulard traditionnel, tu vois. Mais je veux dire, une femme qui avait au moins 50 ans ne se voilait pas. Elle se voilait à partir de ses 60, tu sais, quand il commençait à avoir l'arthrose et compagnie, hein, elle mettait un petit voile et tout. Mais avant, tu vois, une femme active, elle était habillée en tailleur. Moi, ma mère, elle mettait la mini-jupe quand elle allait à l'université, tu vois, mais j'avais des frangines aussi, pareil, elles se mettaient en jupe, les cheveux à l'air, c'était dans ma classe à moi, tu avais une ou deux qui mettaient le voile, et l'immense majorité des jeunes filles qui ne le mettaient pas. Et après, ça a été une bascule. Et c'est là que j'ai vraiment pris. Et effectivement, pour moi, le voile, les seuls qui étaient voilés, c'était la professeure de Tarbel Islamia. Alors elle, forcément, il fallait qu'elle mette le voile. Et c'était la seule, tu vois, dans tout. Alors, prof de français, prof de chimie, prof de physique, non. Puis, petit à petit, les seuls qui mettaient pas le voile, c'était le professeur de français et d'anglais et d'espagnol. C'était les seuls, en fait, si tu veux. Et c'est pour ça que finalement, les terreaux, ils voulaient leur tête, parce que bah, c'était elle qui, tu vois, c'était l'Occident. Et voilà, je me souviens, c'est pour ça que ma tante, qui a toujours pas mis le voile et qui l'a jamais mis, bah voilà, était en danger. Donc oui, j'ai détesté ce voile qui, pour moi et pour nous, ne reflétait pas l'Algérie. Enfin, pas notre pays, c'était pas nos valeurs, quoi. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. T'as des sœurs, elles ont vécu tout ça comment? Alors, j'ai une sœur, j'ai les cousines. Ben en fait, elles ont vécu ça. Je sais pas. En fait, enfin, on est né avec ça. Oui, oui ou non. En fait, ça a été une fatalité. Ça s'est encrassé et puis on a failli. Enfin, on a fini par l'accepter. On a accepté ça. On se disait que bon, peut-être l'année prochaine, ça a duré 10 ans. Mais en fait, au bout d'un moment, c'était soit être dans le déni et vivre mal, soit bon bah comme un caillou que t'as dans la chaussure, bon bah tu sais qu'il faut que t'avances jusqu'à la ligne et que bah tant pis, il fait mal, mais à un moment donné, tu t'en accommodes. Et peut-être des fois, tu l'oublies. Puis des fois, t'as la piqûre de rappel parce que t'as un proche ou t'as un cousin ou t'as quelqu'un de la famille qui voilà qui est décédé ou qui a été touché. Mais après, tu oublies. Enfin, tu oublies. Tu vis avec. Tu apprends à vivre avec les bombes. Tu apprends à vivre avec le couvre-feu. Tu apprends à vivre avec cette société qui commence à muter, tu vois. Mais on s'y habitue. C'est fou, hein. Et c'est super triste de dire ça, mais on s'habitue à tout et même à ça. Et on s'y est habitué. Et je me souviens quand je suis venu en France, par contre, la première chose qui m'a choqué, c'est que je voyais des gens comme ça, regarder le ciel, les mains dans les poches, rentrer dans les transports en commun, parce que faut savoir que là-bas, dans toutes les institutions, dans tous les établissements, mais dans tous les bus, t'as toujours des vigiles, des gens qui regardent s'il n'y a pas un sac à dos ou s'il n'y a pas un truc qui a été oublié, parce que en général, quand c'est oublié, c'est sûr, c'est un truc piégé. Et moi, je voyais des gens rentrer dans les trams, dans les rames comme ça, et avec des sacs posés, et tu flippes. En fait, dès que tu rentres, tu scannes tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose qui, tu le fais instinctivement. Dès que Ouais. tu rentres quelque part, tu regardes tout le monde. Tout le monde. Et tu scannes et tu vois ce qui est potentiellement dangereux ou pas. Et tu vis avec ça, en fait. Tu sais, c'est une question de survie. Et tu sais, la petite histoire, c'est que même quand, dans l'apogée du fils, ils ont tout séparé. C'est-à-dire que même dans une mairie, je me souviens, la mairie du quartier, elle est coupée en deux. T'avais une entrée pour les femmes avec où elles pouvaient sortir les extraits de naissance, les actes de famille, et tout le truc, légalisation, résidence, je coupais tout. Et de l'autre côté, pour les hommes. Ils ont Mais, coupé la mairie en deux, ils ont fait des employés hommes, des employés femmes, et tu pouvais tout sortir en doublon selon que tu sois un homme ou mais une même femme. aujourd'hui, genre en tant que femme, il te faut 2 témoins hommes, non, pour pouvoir faire des papiers administratifs. Pour le mariage, oui. Pour certains, je peux pas te dire, je suis pas une femme. Donc je peux pas te Ouais, dire. c'est Sur bien ça, je foutu. peux pas te dire. Mais ouais, c'était bien foutu quand même. Ah ouais, ils ont tout coupé en deux. Même pour le pain, quand tu achètes le khobz, t'as une file pour les hommes, pour une file pour les femmes, quoi. Mais le zizi, ils l'ont C'est... coupé en deux. Ah ouais, même le zizi. Ah oui, voilà, petite... Bah attends, avant qu'on y bon. aille, Lilith, Dante, Nemesis, on va faire ensuite le témoignage d'Abou Siwak.
Donc il y a encore un peu de temps. Et ensuite, je vous fais passer dans l'ordre. Est-ce qu'il y en a qui sont pressés, qui veulent passer juste après Abou Siwak ou... Eh ben parfait. Vas-y, Abou Siwak, raconte ta... Ma mère a gardé le bout. Et en Ah, fait, elle chaque année. aussi. Ah ouais, chaque année, elle faisait. Et en plus, elle me faisait une petite chanson. Tu sais, elle le sortait, tu sais, elle prenait l'armoire, ça sentait, tu sais, là, tu sais, le truc là, blanc là que tu mets là, qui est devenu aujourd'hui cancérigène, je sais pas quoi. Vous me direz en commentaire. Et en fait, elle sortait les habits de la circoncision. Et moi, je dis, maman, arrête. Et là, elle me sortait, à un moment donné, elle sortait une espèce comment t'appelles ça, de truc la naphtaline, merci. Un truc de coton, là, comment t'appelles, une gaz. Et elle l'ouvrait, et tu voyais dans la gaz, au fait, il était, parce qu'il y avait, on nous mettait le mercurochrome, Le pansement des et en fait, héros? tu voyais, ouais, il était conservé dans du truc, il était tout rassis. Elle me disait, c'est quoi ça? Bon, elle sortait le nombril. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Recommence. c'est? Et elle faisait Et une tu sais, elle joue boule. comme ça. Oh! Oh! Oui, mais Toi, t'es là, t'as 25 ans, tu regardes ton prépuce comme ça, là, ta daronne. parce qu'à chaque fois qu'elle devait faire le nettoyage de printemps et tout, elle rangeait tout, elle me dit, oh, regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi, je savais que c'était ça. J'ai dit, maman, débarrasse-toi de ça, s'il te plaît. Putain, la momie. La momie du groupe. Je te jure, la momie du groupe. Donc, bon, bah non, elle s'en est débarrassée, Dieu merci. Elle a planté quelque part, mais ouais, je me souviens de ça. Ah, ouais, c'est clair. Et ton apostasie en soi, quel âge? L'apostasie réelle. Je crois que c'est entre 33 et 35. Oh, t'as quel âge là? 35? Et 45, 46, je crois, T'as cette une année. voix de jeune, hein, on dirait que t'as 28, 29. Ouais, je sais, et je fais jeune aussi. Ah voilà. Mais ouais, mais écoute, c'est la décennie noire, probablement. Ah bah ça, non, t'as de la chance. Et du coup, 33, 35, c'est-à-dire jusqu'à 33, 35, t'as fait quoi? Tu vivais comme un musulman? Tu t'es marié? Non, je suis pas. Alors, voilà, l'une des choses qui m'a fait sortir de ma de l'islam, c'est qu'en fait, je fais partie de l'alphabet. Je suis de la jaquette, je suis de la tentouse, une tapate, un homo, un gay, un dep. Voilà. T'as toutes les définitions. Et c'est ça qui, bah oui, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je veux dire, niveau CM1, quoi, même. Mais à Tu quel sais, âge tu l'as su? À quel âge tu l'as su? moi, je l'ai su depuis. Ah, tu me poses une colle, là. Est-ce que j'ai. Ouais, je crois que j'ai eu un crush quand j'étais au collège. Et au collège, quoi, on a quoi? On a 11 ans, 12 ans, Ok, je et crois. tu l'as Ouais. caché jusqu'à quel âge? Je l'ai caché. À qui? À ma famille, tu veux dire? Ouais. Ils le savent là ou Ah, pas? Ali Babal, tu sais d'où on vient. Tu crois que je lui dirais, maman? Ah, moi je leur dirais. Passe mon temps. Moi je te dis, je leur dirais, Ouais, personnellement. mais quand? Quand tu dis ça? Bah maintenant, t'as 45 ans, frérot. Ouais, non, mais maintenant, voilà, bien sûr, maintenant. Bah, ceux qui restent encore, qui sont vivants, ils le savent. Ceux qui sont partis, bon, bah, ils sont partis. Mais ouais, je l'ai plus ou moins caché. En fait, dans ma famille, quand je l'ai dit, on m'a dit ouais, mais ça te passera. Tu es en train de te chercher et tout. J'ai ouais, j'ai quand même 25 ans là. Bon, je pense que je me suis trouvé là à un moment donné. Et du coup, ouais, je l'ai dit à ceux qui méritaient que je le dise, et puis aux autres que je savais qui Mais ça genre là, servait à rien. t'es en couple avec un mec? Oh, tu me demandes des choses un petit peu. Je sais pas, c'est la base, non? Ah, T'as 45 ans, frérot, à un je moment. vais garder, je vais garder, je vais garder. Abou Siwak va garder cette information pour lui. Ok. Mais il a déjà été en couple, voilà. Il a déjà été en couple. Voilà, disons qu'aujourd'hui, c'est plus un cœur à prendre. Mais t'as été marié. Ah, j'ai compris parce que je pensais que j'étais intéressé. T'as été marié une femme ou pas? Non, quelle horreur. Non, mais parce qu'il y en a plein des homos musulmans justement qui se mettent en couple avec une femme parce qu'il n'y a pas d'autre perspective. Ils ont des gosses et tout, mais ils sont homos quoi. J'ai un pote à moi que j'ai croisé dans un magasin. Il m'a dit ah tu sais je vais me marier. J'étais sérieux. Il fait ouais je vais la ramener du bled et tout. Ça y est on a fait les documents et tout. Je vais la ramener du bled. J'ai dit putain mais dans quoi tu t'embarques mec? Tu vas la ramener du bled. T'es dep. Tu vas la faire venir ici. Tu vas lui faire des gosses. Après au bout d'un moment évidemment qu'elle va le savoir. Tu crois vraiment que tu vas le cacher toute ta vie? Elle va le savoir. Elle va te ramener ses frères. Ça va être la fdeha. Ça va être la merde. Et tu vas te retrouver, et tes gosses, tu les verras pas. Enfin, c'est quel bourbier, quoi. Mais putain, mais tout ça, parce que il est musulman.
parce qu'il croit en Allah et tutti quanti. Et du coup, il veut faire les choses bien. Mais tu les fais pas bien. Et il va dans une merde internationale parce que là, justement, je crois qu'il a 33 ans maintenant et qu'il se dit, bah, c'est le moment où jamais j'ai envie de faire des gosses. Mauvais calcul. Mauvais calcul. Il va dans la merde. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu penses, toi. Si, non, mais c'est Voilà. pas que c'est un calcul, c'est que t'es tellement pris en otage par un système que... Mais il habite en France. Ouais. Ouais, bah en France, c'est vrai que... Même en France, tu sais, t'es otage. Même toi, t'arrives pas à assumer ton homosexualité devant tes parents. Hmm. Ouais, mais de là à Je ramener dis une pas que femme, c'est dans leur enfin, intérêt, mais je peux pas leur en vouloir, tu vois. voilà. Donc non, moi C'est j'ai du toujours malheur joué. pour tout le monde, et surtout pour la femme, hein, elle-même. Elle est avec un mec qui l'aime pas, quoi. C'est surtout ça, voilà. Euh, Moi, je pars du principe que j'ai envie de tremper personne et que bah, je suis très bien comme je suis et jamais je ferai ça à une Et femme du ou coup, un type. t'aimes pas les femmes, quoi. Non, non, non. Bah, au moins, Non, t'as gardé quelque chose de l'islam. Ça, c'est bien, ça. Oui, 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 oui. Non, je les respecte beaucoup. Ah, tu rigoles, respecte les femmes encore mieux qu'un. Voilà, tu as compris. Donc, ouais, et la chose qui m'a fait sortir, oui, je t'ai dit, c'est mon homosexualité, parce que je me suis dit, bah, c'est niveau C1, t'es un dieu, t'es omniscient, t'es omnipotent. Tu sais, moi, j'ai pas demandé à trop mot, hein. Moi, de base, je pensais que j'allais me marier, que j'allais avoir des gosses et tout, quand j'étais plus T'as jeune, pas tu vois. demandé, y a pas genre un formulaire et tout? Non, 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 rien du tout. C'est que ça tombe dessus, tu te dis, ah bon, ok. Mais alors, on t'apprend dans la même phrase que c'est pas bien de l'être, mais en même temps que c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Et ouais, donc en fait, c'est pas ce qu'il veut le mec. D'ailleurs, dans Incroyable le Coran, j'ai une petite vignette avec 2 bananes croisées. Et c'est quand il y a un verset homo-érotique qui s'assume pas. Et il y en a une bonne dizaine dans le volume 1, voilà. Il y a Bah, beaucoup, j'ai beaucoup de quand... passages homo-érotiques dans Incroyable Coran. Oui, mais c'est très, très homo-érotique. De toute façon, notre culture, elle est homo-érotique, elle est homo-sensuelle. Je te jure, même on va en soirée, on va n'importe où, on veut pas de femmes. Il y a qui est plus... Il y a quoi de plus gay, tu vois, que de refuser les femmes dans tes soirées, là, entre mecs? D'être 100% avec les mecs, de pouvoir aller au hammam avec les mecs, d'aller à la plage avec les mecs, c'est ton pote qui va te mettre la crème sur le corps, Ouais, c'est sur sur le ton corps, et qui te... c'est ça, et le truc, si toi tu les vois dans les lives, ils sont là, accoudés, c'est avec ton pote que tu peux marcher main dans la main ou le bras de pote dessus dessous, c'est avec lui que tu vas au ciné, c'est avec lui que tu vas dans la voiture, Non, c'est mais à un avec lui moment, faut assumer les musulmans. à bout d'un moment, non mais sérieux quoi, c'est avec lui que tu peux rentrer à l'hôtel. Même à l'hôtel par exemple, si je veux rentrer avec ma sœur à l'hôtel par exemple, Faut prouver que c'est ta putain, sœur, mais ton pote, on te pose pas de questions. il m'a dit les livrets de famille. Je dis wesh, livret de famille, je dis ma sœur, ah non 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 non, livret de famille. Bah, je suis obligé de sortir livret de famille pour aller avec ma sœur, tu vois. Donc, mais par contre, si je veux aller avec un gars, bah, c'est open bar, quoi. Vas-y, tu vois, tu vas avec Ouais, lui. par contre, avec Gaston les talons, là, ça... Ouais, pas de souci, voilà les clés de la chambre. Voilà. Mais par contre, avec ta pote, avec enfin, ta copine, non, t'as pas le droit. T'as Mais pas c'est le avec droit ton de. pote qu'après le repas, tu te lèches les doigts. Ça, c'est en after, ça, c'est en after. Ouais. Ça, c'est en after. Donc voilà, écoute, si t'as pas de questions, on va laisser peut-être la place T'es heureux à maintenant? T'es Pauline. heureux? Ouais, moi je suis très heureux. Ouais. Je suis super heureux dans ma vie. Et puis c'est surtout qu'en fait, je suis sorti de cette secte, tu vois. Mais la chose qui fait un peu mal, tu vois, c'est quand tu arrives à sortir d'une secte, tu regardes derrière toi et que tu as toute ta famille et tout ton clan qui sont dedans. Bah, il faut pouvoir vivre avec. Et les moindres tentatives que j'essaie de faire et que je fais toujours, hein, bah voilà, elles sont vaines. Mais c'est ça, Elles tu sont sais, là, hier, j'ai bossé 10 heures pour finir le bouquin et le mettre sur Amazon. J'en pouvais plus. Aujourd'hui, j'en avais marre. Il était 21 h. Je me dis, vas-y, c'est bon. Mais c'est ça, je regarde derrière moi, je me dis, allez, on fait le live quand même, tu vois. Tu te sors les doigts, tu combats la flemme pour être tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, parce que c'était le premier qui est sorti, tu vois. Il y a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a des gens qui sont très intelligents et très brillants dans ma famille, des gens qui ont fait des études et tout. Mais malheureusement, voilà, dès que ça parle de religion, à ce moment-là, voilà, tu as tout qui se verrouille. Et là, du coup, en fait, si tu veux, moi, j'ai une voiture hybride, elle est GPL et essence. Et au fait, il passe du GPL à l'essence, tu vois. Quand il s'agit d'islam, ça, boum, le moteur, il change. Et là, Mais quand même, tu sais, si voilà. tu peux te le permettre, moi, je leur annoncerai mon homosexualité.
Ça peut jouer, hein. Ah ouais, attends, il y a certains, ils savent les deux, hein. J'ai fait mon double coming out, hein. Ah ah! J'ai Ah encore ouais, trois petites questions, trois petites questions. T'as lu mes bouquins? T'as lu Incroyable Islam? je l'ai acheté. Ah, t'as aimé? Ouais, j'ai pas tout lu, mais ouais. Et tu vas Il adorer, est hein. là. On est d'accord que c'est très homo-friendly, Incroyable Islam. Ah oui, je confirme. Incroyable Ah, je Coran, confirme. t'es pas prêt, t'es pas prêt. Ah ouais? Ouais. Bah Deuxième écoute, je vais le question. mettre dans ma librairie LGBT. Vas-y. Ouais, bah t'as bien raison. Deuxième question. Pourquoi Abu Siwak? Ah, pourquoi Abu Siwak? Très très bonne question. En fait, c'est par rapport à la siwakisation de l'islam. C'est ce que je dis, en fait. La siwakisation de l'islam, c'est un terme qu'Abu Siwak, le bien-aimé, a imaginé. C'est en fait le fait de lire des choses qui sont très explicites et en fait de pouvoir les vider de leur sens, de vider tout le sens des mots et en fait de leur faire dire tout ce qu'ils ne veulent pas dire. Donc l'exemple le plus frappant, c'est la Adrobuhunna, donc qui clairement dit qu'il faut les frapper. Et au fait, non, on va utiliser une forme en disant mais non, il faut les tapoter avec un petit siwak. Donc la siwakisation de l'islam, en fait, c'est le fait de vider le sens des mots, le sens des choses et de leur faire dire tout à fait autre chose, des choses qui vont être en conformité avec la société actuelle qu'on vit, avec les droits universels de l'homme et nos valeurs et nos standards actuels. Donc c'est pour ça que Abu Ouais, Siwak. la Siwak excitation des lois du marché. Exactement. Voilà, tu l'as encore mis. Donc voilà, pourquoi Abu Siwak. Dernière question. Pourquoi tu es venu témoigner chez moi ce soir? Ce soir, ça fait un petit moment en fait que ça me trotte. Et puis ce soir, je suis tranquille dans ma cuisine. Je me suis dit, bon bah c'est peut-être le moment de venir lui casser Et le yep. ça te plaît ce que je fais? Ça te sert? Ça te fait du bien? Tu avais besoin d'un truc comme ça? Ou pourquoi t'écoutes en fait? Je pense que je fais partie de tous les autres qui écoutent, au fait, parce que tu es l'une des rares voix qui parle de ça et qui dit les choses de manière explicite, tu vois. C'est cette parole-là, moi je rêve de l'entendre, mais pas depuis mon téléphone. Je rêve de passer dans une Dans les terrasse de café. haut-parleurs en Algérie. Franchement, j'en rêve, tu sais. Des fois, je me dis si je gagne. Franchement, si je gagne à l'euro million ou quoi, vous êtes pas prêts, quoi. Mais Vous êtes pas j'attends que ça, qu'il y ait un millionnaire qui me sponsorise, parce que oh là là, j'en ai Mais tellement marre vous du n'êtes pas budget. prêts. Ah ouais, mais là, il y aura des écrans partout et il y aura, je veux dire, tu verras ta face là en plein centre-ville et les gens seront obligés d'écouter peut-être des choses qu'ils n'ont jamais écoutées et qu'ils n'écouteront jamais de leur vie. Et ça sera peut-être le premier domino qui va renverser tous les autres. Donc, ça fait du bien. Et moi, je rêve qu'une seule chose, c'est de voir les gens en vrai, le dire parce que je suis l'un des rares autour de moi, vraiment de personnes vivantes qui arrivent à dire ça. Bon, on va conclure là-dessus. Fais-moi une petite shahada inversée, s'il te plaît. Donc la véritable. Ashhadu anna Allah laysa Allah ou la yujadu ilah. Voilà. Wa ashhadu anna Muhammadun laysa rasuluhu. Et puis voilà. Pour laver nos pensées, hey, après avoir pété. Plus besoin de chercher la Qibla pour savoir où prier. Fini les rangées de cul bien ordonnées. Je peux chier en paix les jeans, c'est fini. Oh, dans la confrérie. Fini les vieux bonhommes avec leurs sermons moisis. Oh no, et leur paradis. Je suis bien mieux dans ma tête. Oh yes, bien mieux dans ma tête. Bienvenue dans la confrérie, Abu Siwak.
Merci beaucoup. Alors voilà, je dis juste, voilà, n'hésitez pas à aller sur mon mur, à me follow, parce que j'aimerais bien aussi, moi aussi, ouvrir des petits lives, discuter. Bon, j'ai pas suffisamment d'abonnés, donc j'ai créé ce compte Abou Siwak exprès pour ça. Bah, merci, donnez-moi de la force. Et si tu veux un petit cri d'animal, Allez. j'en ai deux. Alors le premier, Miaou, miaou. alors ça c'est le pan, hein, donc. Ouais. Et le deuxième c'est. J'ai failli croire que c'était le termite au début. Merci, Bossiwak, pour ta visite et ton témoignage.